Bien, nous allons maintenant reprendre le cours de notre workshop. Bonjour, je suis Clara Licht, chef du service ressources documentaires, innovation numérique et prospective au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et je vais maintenant introduire la conférence suivante. Donc, après avoir questionné la possibilité d'un numérique plus responsable avec Bella Lotto-Ifler et réfléchi sur les pistes offertes par les outils numériques pour une meilleure accessibilité avec Cindy Lebas et Mathilde Tessier, nous vous proposons maintenant de nous intéresser au rôle du musée en tant qu'acteur de la sobriété numérique. Comment conjuguer innovation et responsabilité dans un contexte où les outils numériques sont devenus indispensables aux institutions culturelles? Le numérique est aujourd'hui omniprésent dans les musées, que ce soit pour la médiation, la documentation des collections, la communication, mais aussi de plus en plus la conception d'expositions immersives. Mais cette transformation s'accompagne d'un paradoxe. Alors que les technologies ouvrent de nouvelles perspectives, elles génèrent aussi, pour reprendre le vocabulaire présenté et proposé par Bella Lotto-Ifler tout à l'heure, un coût environnemental et humain croissant. Et face à cette réalité, on se questionne beaucoup dans le monde professionnel sur comment adapter nos pratiques, comment concilier les exigences d'innovation et les enjeux de durabilité des dispositifs et des contenus. Ces questions ne concernent pas que les experts techniques ou les responsables numériques d'établissements muséaux, elles engagent l'ensemble des acteurs, des conservateurs aux scénographes, en passant par les médiateurs, les équipes administratives. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, nous souhaitons que ces enjeux intègrent notre manière de penser les futurs dispositifs numériques et nous aident à imaginer l'avenir de ceux qui sont déjà en place. Mais face à l'ampleur de la tâche, il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer et comment s'y prendre pour initier une démarche. C'est pour cela que nous nous sommes tournés vers deux spécialistes qui se sont déjà lancés sur ce terrain. Donc, Omer Pesquer, consultant indépendant et expert des usages numériques dans les institutions culturelles, créateur également de la lettre d'information Muséodrome, et Agnès Abastado, chef du service du développement numérique des musées d'Orsay et de l'Orangerie. À travers leurs interventions, nous verrons comment la question de l'éco-responsabilité impacte les stratégies des musées et redéfinit nos métiers. Et nous explorerons aussi des solutions concrètes et des retours d'expérience pour penser un numérique plus durable et plus en phase avec les valeurs du monde culturel. Merci. Je cède la parole à Omer et Agnès. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Alors j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Oui, on t'entend. Je vais vous partager un document et je vais essayer d'être dans le document comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais sur mes petites fenêtres et je vous partage un document qui, je l'espère, va arriver sur vos écrans. Et après, j'essaie qu'on me voit aussi. Alors, je ne sais jamais trop à quel endroit ça s'affiche cette fenêtre. Et je vais faire, voilà, alors, c'est pas ça du tout. Alors, disposition, voilà, normalement, vous me voyez sur l'écran. Oui, on te voit très bien. Alors, donc c'est parti pour... Donc notre intervention avec Agnès va être décomposée en 3 parties, c'est comme ça qu'on l'a imaginé. Et donc on va commencer par la première partie tout de suite. Donc j'ai pas mis de vert puisque le numérique, sobriété, vert, ça m'embête un peu. Donc, hop. Alors, la première partie s'appelle État des lieux. Donc, comme l'a dit Clara, que je remercie de m'avoir invité, je remercie le Palais des Beaux-Arts de Lille de m'avoir invité à discuter de ce sujet ou de ces sujets. Le numérique est devenu au fil des années indispensable à plein de secteurs du musée pour plein de rôles différents. La majorité des agents des musées travaillent avec des ordinateurs, comme je le dis souvent, même les gens qui ne voulaient pas de numérique dans les musées, ils avaient un ordinateur souvent devant eux pour travailler. Donc voilà, j'ai mis quelques éléments, donc l'accessibilité dont on a parlé précédemment, mais tout ce qui est médiation, les expériences de visite, ici on voit donc justement expérience Goya au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc voilà, pour la communication, ce que vous voyez c'est une vidéo. Donc voilà, pour la communication, la diffusion, la connaissance des œuvres, la préservation des œuvres, la collaboration entre les institutions, ça c'est très très important, les données qu'on peut avoir, tout ça. Donc notre société est très
est rentré dans le numérique très fortement. Le numérique a mangé le monde, hein. Donc, ce serait très difficile de s'en exclure aujourd'hui. Ça a commencé il y a déjà longtemps, cette histoire. Ça a commencé dans les années 70 avec le premier ordinateur dans un musée en France, le musée des ateliers populaires, des traditions populaires à Boulogne, et puis la base Joconde et tout ça. Et puis il y a eu un grand événement, c'était la Cité des Sciences dans les années 80, donc ouverture en 86, qui a présenter des dispositifs aux individus dès l'ouverture. Donc l'expo sur le son, par exemple, qui existe toujours aujourd'hui, avec des nouveaux dispositifs pour certains, mais certains sont assez vieux. Et puis une autre exposition sur le côté, qui était une exposition temporaire sur le jeu vidéo en 88. Donc voilà, donc il y a eu énormément de dispositifs au fil de ces années. Ces dispositifs ont pu évoluer au fil des années, puisque on avait cette magnifique, ce constat empirique qu'on appelle la loi de Moore, de Gordon Moore, qui avait identifié que tous les 2 ans, la puissance des puces électroniques doublait. Donc on pouvait mettre 2 fois plus de transistors sur une puce électronique. Ce qui fait que cette loi, qui est devenue un programme industriel important pour les États-Unis et pour le monde entier, fait que c'est une question de puissance, en fait. Donc, tous les 2 ans, la puissance est doublée. Ce qui fait qu'entre l'an 2000 et 2024, vous voyez, la puissance est multipliée par 4096, si on suit cette loi. Est-ce que les expériences proposées par les musées au niveau du numérique sont 4096 fois plus fortes et tout ça? C'est un questionnement. Ces questionnements autour de la puissance est assez important en ces temps d'intelligence artificielle, où vous l'avez remarqué, tout ça, ça se base sur la puissance de calcul qu'il est possible d'avoir pour avoir des résultats. Mais quelque chose s'est mal passé, hein, comme montre cette page 404 du New Museum. Qu'est-ce qui s'est mal passé? C'est que, voilà, vous voyez, avant, c'était vraiment cette ligne droite. Il n'y a pas, voilà, on continue, on ne va rien croiser en face de la ligne, mais on croise quelque chose qui est que, voilà, il y a des effondrements divers et variés qui se produisent, des changements qui se produisent qui ne sont pas très favorables, ni à l'humanité, comme on l'a vu dans la première intervention, ni au reste des habitants de la Terre. Par exemple, les animaux, les végétaux, tout ça qui sont en plein effondrement ces dernières années. Et on a globalement plein de choses qui sont en train d'augmenter de façon très dangereuse. Bon, la température moyenne sur le globe, ça, tout le monde en parle. Le taux de carbone, mais aussi il y a plein d'autres indicateurs, le taux de méthane, enfin voilà, il y a plein d'indicateurs qui montrent qu'on vit dans un environnement qui change considérablement. Et donc, on a atteint, voire dépassé, beaucoup de limites planétaires, ce qui pose beaucoup de problèmes. Donc, ces questions, c'est aussi une question qui sont traitées par les musées. Comme vous voyez, cette image est une photo que j'ai prise dans l'exposition Empreinte carbone, l'exposition qui se déroule en ce moment au Musée des Arts et Métiers, dont le week-end du 8, ça sera un sujet sur... ils vont faire un thème autour des numériques, justement, aussi. Donc, voilà, donc c'est une question qui est assez importante. Et donc, il y a une autre expo qui est sur le même sujet à Paris, qui s'appelle Urgence climatique, qui est donc maintenant dans le parcours permanent de la Cité des sciences et de l'industrie, qui va être importante, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais qui va être importante au cours de ma présentation. Et vous voyez cette magnifique image que j'adore, avec d'un côté sortie de secours et de l'autre côté une lance incendie. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, du gel hydroalcoolique aussi, mais voilà, ce qui montre bien quelque part la situation dans laquelle on se trouve. Un autre point que je voulais quand même rappeler, parce qu'on parle beaucoup du numérique comme c'était vraiment un point qui posait énormément de problèmes. Il y a d'autres points qui posent problème. Par exemple, ce sont les transports, sachant que les bilans carbone des institutions, ici celui qui est présenté dans l'expo justement que je viens de vous parler, donc c'est le bilan carbone global de la Cité des Sciences, donc qui est quand même de 95 600 tonnes de CO2 par an. Et avec une très très grande partie qui sont dues au déplacement des individus et des visiteurs. Donc à mettre en perspective, évidemment, avec les bonnes annonces qu'on a eues au début de l'année du nombre de visiteurs supplémentaires dans les institutions culturelles et patrimoniales, les musées, les centres de sciences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une documentation. Ce changement est très très documenté ces dernières années. En France, on a l'ADEME qui s'occupe de cette transition, voilà, et on se rend compte que
le numérique représente, c'est un secteur qui continue d'augmenter dans la diffusion du CO2 et qu'il y a quelque chose qui s'est passé aussi ces derniers temps, qu'on avait un peu masqué, parce qu'il y a plein de choses de masquées. Comme dans la première partie de l'intervention, les travailleurs du clic, comment tout ça s'est fait, mais il y a aussi qu'est-ce qui se passe en fait et comment ça fonctionne, tous ces ensembles de choses. Et il y a le fait que avant on disait que 80% en France, qu'on a une énergie qui est assez décarbonée avec le nucléaire par exemple, 80% c'était le matériel pour le CO2 et le reste c'était sur le reste des autres parties. En fait, c'est plus tout à fait vrai puisque on s'est rendu compte que et on n'avait pas calculé là-dedans ce qui se passait à l'étranger en fait dans les serveurs à l'étranger. Et sachant que ça va continuer d'augmenter puisque la majorité des serveurs utilisés par ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui sont dans des pays étrangers. Donc ça, c'est un point important. Donc on trouve beaucoup d'éléments, hein. À l'ADEME, on trouve beaucoup d'informations sur ce qui est en train de se passer. Donc par rapport à ça, je vous recommande par exemple toutes les interventions de Sacha Lucioni, qui parle aussi français, que par exemple vous pouvez écouter elle a intervenu dans un podcast récemment, j'ai oublié le nom, bon, ça me reviendra, mais bon. Donc en tout cas, Sacha Lucioni, qui travaille dans l'IA, montre bien que le danger n'est pas le fait que l'IA va détruire l'humanité, mais plutôt son coût écologique, aussi bien en énergie qu'en eau, en matière et tout ça. Et pour aller un peu plus loin sur ce coût écologique, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Data Center Alley en Virginie du Nord aux États-Unis? Probablement pas. C'est une zone qui concentre énormément de serveurs, donc du côté est des États-Unis. Donc on pense souvent à la Silicon Valley, mais le numérique se développe aussi ailleurs. Et donc on a plein de villes comme ça où il y a plein de centres serveurs. Et ce qui donne une image, par exemple, voilà, je vais vous montrer cette ville. Alors, je ne sais pas si vous la voyez déjà, c'est déjà arrivé sur vos écrans. Dans cette ville qui a un beau nom par rapport au sujet, qui s'appelle Ashburn. Donc Ash et Burn. Donc voilà. Et vous voyez, la ville, ce qui est en vert, c'est ce qui reste comme espace qui était avant, c'était des beaux espaces, de la végétation, et qui est remplacé par des serveurs partout. Des serveurs partout. Puis toutes les villes à côté, vous voyez, à droite de l'écran, on a toute une zone avec plein de serveurs AWS. Donc, probablement que des musées qui ont produit des visites virtuelles pendant le confinement se retrouvent dans des serveurs dans cette zone géographique des États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans des institutions, si vous savez où vos données sont situées, mais voilà, vos données possiblement sont situées en Virginie du Nord, dans cette zone remplie de serveurs. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais voilà. Donc, il y a toute une architecture qui est liée au numérique. Le numérique, ce n'est pas du tout quelque chose qui est magique, hein, c'est quelque chose de technique pour que ça marche. Et il y a toute une architecture qui prend beaucoup de place et qui, comme l'indique le titre de cet ouvrage, qui nous met quelque part sous le feu du numérique. Je terminerai ma première intervention par cette citation de Pierre Bordage dans son ouvrage La sobriété numérique. Si le numérique est à l'humanité actuelle ce que le feu était à nos ancêtres, alors nous devons absolument prendre conscience que nous sommes en train de brûler. Je vous laisse réfléchir là-dessus et je passe la parole à Agnès en arrêtant le partage. Voilà. À toi, Agnès. Merci beaucoup. Je prends le relais. Alors, sur la première partie, j'ai pas nécessairement de slide à partager et j'ai plutôt effectivement donc c'est cette première partie qui est sur la question de l'état des lieux. Déjà, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Ok, super, parfait, merci beaucoup. Ben, déjà, merci beaucoup Omer pour cette introduction, merci beaucoup au PBA pour l'invitation. Effectivement, la question de l'état des lieux est assez intéressante. Moi, je vais positionner plutôt côté institution muséale et plutôt notre point de vue aujourd'hui voilà, maintenant qu'on a un peu cette prise de conscience, qu'est-ce qui se passe? Et je remercie beaucoup d'avoir été présentée comme une experte sur le sujet, mais je ne suis pas du tout certaine d'en être une. Ce qui est sûr, c'est que je voudrais assez voilà,
peut-être redonner un peu confiance aussi à tout le monde, c'est-à-dire qu'on est globalement dans une période de transition, une période de prise de conscience. Aujourd'hui, c'est ce que disait Omer, c'est-à-dire qu'après des années d'embellie sur le numérique qui était qu'un nuage immatériel qui apportait que des solutions et de technosolutionnisme, on se rend compte qu'effectivement ce n'est pas l'avenir souhaité ni souhaitable, et qu'il y a une prise de conscience à voir un peu à tous les niveaux sur la question du numérique et de la transformation numérique et du numérique responsable. Cette prise de conscience, il y en a des prises de conscience plus ou moins violentes, d'autres plus douces. Pour ceux qui ont déjà fait une fresque du numérique, par exemple, ça peut être quelque chose d'un petit peu, un petit peu dur à vivre, parce qu'après, on se pose vraiment la question de et mon métier quand on travaille dans le numérique et qu'est-ce que ça devient. Mais il y a aussi des prises de conscience comme les récents événements sur X qui, évidemment, font que plein d'institutions quittent le réseau ou en tout cas se mettent à avoir une prise de conscience sur les réseaux sociaux et leur impact sociétal assez forte. Mais globalement, tous ces sujets sont assez nouveaux. Et avec encore aujourd'hui beaucoup d'injonctions contradictoires. On le voit de la part de nos tutelles en particulier. C'est vrai qu'on est dans une situation où d'un côté on nous demande de réfléchir avec une vision plus RSO de nos programmes et nos projets. Et parallèlement, il y a des grands programmes qui invitent au développement de très gros projets numériques type France 2030. Donc c'est vrai que cette question aujourd'hui, elle est pas évidente à traiter au sein des organisations. Peut-être ma recommandation là-dessus, c'est de prendre le train en marche. Il n'y a pas de solution miracle. On est vraiment dans une dynamique qui doit s'inscrire à la fois dans une volonté personnelle, une volonté des équipes et puis une volonté de l'institution. On abordera un peu plus cette question de qu'est-ce qu'on peut faire dans la deuxième partie, mais le constat, et j'ai envie de dire l'état des lieux aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, c'est qu'il y a des process, d'apprentissage, et que l'important aujourd'hui, c'est d'être ouvert à cette dynamique, de rationaliser nos approches, d'inclure ces réflexions dans nos process à tous les niveaux, de la conception à la délivrance, de la fin de vie à l'initiation des projets, et d'être conscient en tout cas que ces sujets sont des sujets importants et qu'il faut les prendre en main. C'est peut-être aussi plus facile quand on est une institution qui porte globalement une volonté de politique RSO, ce qui est le cas au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie, avec une forte politique autour de ces sujets. Et c'est vrai qu'évidemment, le numérique responsable, enfin le numérique en général, ne doit pas être un angle mort de cette réflexion, il doit s'inscrire aussi dans une réflexion plus globale de l'établissement. On parlait tout à l'heure de la question du ralentissement, etc. Omer parlait de cette question du nombre de visiteurs. C'est sûr que ça sera plus facile de faire moins de numérique, ou en tout cas du numérique plus sobre et un peu autrement, quand on est globalement dans une politique d'un établissement qui va dans ce sens-là, qui essaye lui-même de ralentir, qui essaye lui-même d'être plus éco-responsable, qui essaye d'avoir des politiques de réutilisation, etc. Voilà, ça c'était pour la partie un peu état des lieux. Et puis je repasse la parole à Omer sur la deuxième partie de l'intervention. Omer, tu as désactivé ton micro. Le micro est toujours coupé. Ah, ça y est, je crois. Ça va aller. Oui, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Alors, donc, on va continuer la deuxième partie de notre intervention. C'est que pouvons-nous faire? Donc, déjà, on peut se documenter, puisque... Ah oui, donc, il n'y a pas le... On ne voit pas, mais on va le voir bientôt. On peut se documenter, moi, si en arrière-plan, moi, je ne comprends pas. Donc, on peut se documenter parce que il y a plein de documentation, entre autres du côté du ministère de la Culture, il faut le rappeler. Il y a une personne en charge de ces questions, hein, au ministère de la Culture, et il y a aussi tout un ensemble d'initiatives qui sont aussi dans France 2030 pour aider des projets qui seraient des
projet dans la transition écologique, dans une vision du ministère de la Culture. Donc il y a aussi plein d'autres informations qui permettent de savoir combien, enfin voilà, quelle est l'empreinte, enfin qu'est-ce que dégage un objet, qu'est-ce que représente comme empreinte un objet. Donc la base empreinte par exemple, mais il y a plein de données. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de se pencher sur des petits points très, voilà, qui sont contre-intuitifs des fois. Par exemple, là je vous parle au travers d'une box internet d'une firme que je ne citerai pas. Et on se rend compte, ça c'est une étude faite par l'ARCERP, on se rend compte que la box Internet, si elle est allumée, en fait, c'est quasiment toute sa consommation, que vous consultiez, enfin en tout cas chez vous, évidemment, sur toute la chaîne numérique c'est différent, mais chez vous, du côté de chez vous, si vous consultez un film par exemple en streaming, ça va quasiment représenter quasiment rien par rapport à ce que représente le fonctionnement de la box quand elle est simplement allumée en fait. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est toute la chaîne numérique qui arrive chez vous comme ça, avec plein d'appareils qui sont allumés et tous ces appareils consomment en fait. C'est-à-dire que c'est pas, il y a pas, quand on parle du cloud, pour que les données viennent de ces serveurs américains que je vous ai montrés jusqu'à chez vous, ça passe par plein d'appareils intermédiaires. Et avec des déperditions d'énergie à chaque fois, et aussi des chemins pour passer ces canaux, sachant que la majorité des transmissions pour l'instant d'Internet ne se font pas avec des satellites, et se font au niveau des câbles sous-marins et autres. Donc il y a plein de documentation, entre autres le PBA de Lille a publié de la documentation comme par exemple son guide pratique de l'éco-conception, la XPO a publié aussi un guide, vous pouvez trouver plein d'informations en fait, pour se documenter. Alors elles ne sont pas rassemblées au même endroit, ce qui est bien dommage, il n'y a pas un endroit où on peut avoir tout le catalogue de tout ce que les musées et partenaires des musées, c'est-à-dire les concepteurs d'exposition, tout ça, produisent comme contenu à ce sujet, mais il y a beaucoup d'informations qui sont produites ces dernières années. Donc ici, on retrouve les R, les fameux R, donc repenser, réduire, remplacer, réutiliser, recycler, réparer. Moi, j'aime bien beaucoup ces R, parce qu'on a des injonctions qui sont les injonctions de la performance, qui sont de faire toujours plus, voilà, faire le premier, de remplacer, de jeter, d'augmenter, d'accélérer. Et donc ça, c'est un peu la pensée à court terme. Et de l'autre côté, on peut ne pas faire. On peut réparer, on peut réutiliser, on peut réduire, on peut ralentir et repenser à long terme. Alors normalement, c'était penser à long terme, mais vous voyez, j'ai un peu triché. Donc ça veut dire d'un côté être dans la mesure, enfin dans la démesure, et de l'autre côté, être dans la mesure. Si je vous parle de mesure et de démesure, ce n'est pas anodin. C'est le titre d'une expo qui a eu lieu en 95 à la Cité des Sciences, dans laquelle j'ai fait mes premiers dispositifs numériques. Donc, c'est en 95. Donc, aujourd'hui, en fait, la puissance des machines serait 16 000 fois plus puissante que les machines que j'avais à l'époque. Je pense pas que les dispositifs que j'ai fait à l'époque étaient des dispositifs qui étaient des mauvais dispositifs. Il y avait déjà de la vidéo, il y avait une tactilité sur l'écran, ce type de choses. Donc ça interroge vraiment ce côté puissance en fait. Donc je vous rappelle, donc j'ai remis ce slide exprès parce que bon, je fais du réemploi dans ma propre présentation pour vous remontrer cette courbe d'augmentation de la puissance avec Gordon Moore qui a disparu il y a 2 ans, maintenant en 2023. Et donc on peut avoir des idées évidemment d'optimiser, ça c'est une idée qui est assez simple, c'est de se dire on perd de la puissance, donc on va optimiser. Donc si on prend une autre loi d'un autre informaticien, c'est que les programmes ralentissent plus vite que le matériel n'accélère, la loi empirique de Niklaus Wirth en contradiction à la loi de Gordon Moore, c'est-à-dire que plus on a du matériel puissant, plus on a tendance à rajouter des lignes de code et tout ça. Et en fait, quand vous tapez aujourd'hui un caractère sur votre clavier, il va pas s'afficher plus vite sur l'écran. Il va même avoir tendance à s'afficher plus lentement. Donc face à ça, donc je ne sais pas si vous connaissez Tristan Nitto, qui avant avait fondé l'association Mozilla Europe et qui est assez engagé ces dernières années sur ce côté numérique vert, donc qui anime l'octet vert par exemple. Il a proposé la loi d'E-Room qui est d'inverser totalement ça, c'est-à-dire d'optimiser le logiciel existant d'un facteur 2 tous les 2 ans. Ce qui fait qu'on n'avait pas besoin de remplacer les ordinateurs. Vous savez que là, quand on passe de Windows 10 à Windows 11, il y a plein d'ordinateurs qui vont passer à la casse, enfin, à moins de les passer sous d'autres systèmes comme Linux. Il y a plein d'outils aussi qui permettent de tester, de voir qu'est-ce que ça dégage. Donc des outils soit externes, soit des outils internes qu'on développe qui permettent de savoir
si cette fonctionnalité, ça marche bien, si ça consomme pas trop d'énergie, ça boucle pas trop et tout ça. Aujourd'hui, il y a plein d'outils dans les outils de développement qui permettent de créer du code qui est moins consommateur en énergie, ce qui n'est pas obligatoirement demandé dans les cahiers des charges. Et mais quand on utilise cet outil de Noisa pour les diagnostics de sites web, vous pouvez prendre les sites web de beaucoup d'institutions, de grosses institutions, vous verrez, vous serez plutôt dans le rouge que dans le vert sur la page d'accueil. Donc voilà, donc il y a tous ces outils et il y a toute cette partie. Donc là, je vous ai remis un slide d'une intervention que j'avais fait en mars dernier au CITEM avec Lucas Reboul de Caléo et Christine Debray du ministère justement qui est chargée de ces questions sur de faire du numérique autrement. Et donc là, c'est un travail qu'avait fait Lucas, donc dans une intervention. Donc il y a ce côté de faire l'inventaire, de tester et réparer le matériel qui ne fonctionne pas, de réemployer du matériel, de réemployer des contenus, de regarder comment le logiciel fonctionnait avant et si on ne peut pas réutiliser ce logiciel. Voilà, donc il y a tout ce côté en fait de retour, et c'est un côté que pour moi, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, à l'époque on n'avait pas des machines puissantes, mais on avait plein d'astuces en fait pour réussir à faire des choses qui avaient une certaine qualité avec des machines qui étaient moins puissantes. Donc il y a toute une expérience à reprendre aussi, je pense, des anciens dans lesquels je me mets maintenant aujourd'hui, et d'avoir un soin des choses. Alors moi aussi je vais citer pas mal de livres. Ce livre de Jérôme Denis et de David Pontil, qui est sur la politique de maintenance. Et la maintenance, c'est quelque chose d'hyper important pour faire durer les systèmes et comprendre comment les faire durer. Et les maintenances sont souvent dans les projets pas mis beaucoup en avant au niveau des budgets, par exemple. Les budgets de maintenance devraient être, alors soit les maintenances correctives ou évolutives, devraient être beaucoup plus importants globalement sur les projets pour qu'ils puissent durer plus longtemps. Donc je vous passe la citation. Mes slides, vous retrouverez, je ferai une version spécifique sur le web de mes slides complémentés de liens et tout ça pour les personnes qui voudront les consulter. Donc je ferai ça sûrement la semaine prochaine. Là, c'est une intervention que j'avais effectuée avec mon partenaire Michel Couklia dans le cadre de notre partenariat KMNOP à l'Arc de Triomphe, qui était sur un vieux dispositif et qui était ce vieux dispositif en fait ne fonctionnait plus. C'est un dispositif qui avait été mis en place, je crois, en 2008 et il ne fonctionnait plus. Et donc, notre intervention consistait à comprendre si ce dispositif, on pouvait le réactiver, on pouvait réemployer ses contenus. Donc, on a analysé le dispositif de long en large. On a fait deux propositions d'évolution. Une évolution qui était comment on peut récupérer les contenus, réutiliser même le même logiciel d'autoring qui avait été utilisé à l'époque, qui s'appelle Director, ou comment on peut peut-être avec une société refaire, le remettre techniquement en route, ce qui a été choisi par l'Arc de Triomphe, qui a remis donc ce dispositif en route au lieu de le remplacer. Donc, dans tout ça, il y a une idée de performance. Et comme l'a dit tout à l'heure Agnès, on a quand même vécu abreuvé depuis notre jeunesse par cette idée de performance, de dépassement. Et Olivier Amand propose de regarder comment fonctionne le vivant pour comprendre que le vivant, pour s'adapter au contexte et évoluer, en fait, ce n'est pas la performance sur laquelle il s'appuie principalement, alors que ça aussi, on a essayé de nous le montrer avec certaines images et tout très simplifié. Et en fait, le monde est très complexe. Et embrasser la complexité du monde, comme le proposait Edgar Morin, permet de comprendre qu'il y a beaucoup d'autres choses que la performance, même si l'actuel gouvernement américain, états-unien, a l'air de penser le contraire. Donc on a aussi toutes ces images de futur qui sont des images de futur très normatives qu'on a depuis, même dans le côté vert, hein, qu'on a depuis des années en fait. Donc Blade Runner 2049, et donc il y a les voitures volantes et tout ça. Donc le roman d'origine a été écrit en 1968, enfin 66 a été publié en 68, donc le roman de Philippe Cadic. Donc on est toujours dans cet univers en fait quelque part d'un imaginaire du XXe siècle. Qui est issu de l'imaginaire de la colonisation, tout ça, alors qu'on est dans une période qui est complètement différente avec un basculement vers autre chose. Et juste pour vous donner une information qui peut être intéressante, c'est que le 1er janvier 2050 est plus proche que le 1er janvier 2000, aujourd'hui où je vous parle. Et il y a moins de 10 000 jours avant le 1er janvier 2050.
Donc l'ADEME a proposé ces scénarios, ces 4 scénarios qu'on voit dans les expos dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent de faire quatre choix d'avenir et de se positionner par rapport à ces 4 choix. Les choix actuels est plutôt le pari réparateur avec ces technologies incertaines, comme c'est indiqué dans ce slide de l'ADEME, et aux technologies vertes. Moi, je m'intéresse plus aux 2 autres scénarios, qui sont le scénario 1, génération frugale et coopération territoriale, que je trouve qui sont beaucoup plus intéressants par rapport au musée et ce qu'on peut faire. Donc, je vous recommande évidemment de regarder ce que propose l'ADEME. Il a remis à jour ses scénarios en plus il y a quelques temps, pour imaginer en fait un futur différent. Donc comme de cet ouvrage de Nicolas Novak qui est plus trouvable aujourd'hui malheureusement, qui s'appelait Futur et qui parlait des imaginaires autour de la technologie. Alors je vous recommande beaucoup de lire Nicolas Novak, qui a malheureusement disparu tristement très jeune en ce début d'année, et qui était vraiment un chercheur remarquable sur ces questions, qui regardait toujours de travers autrement et tout ça. Et je vous ai mis aussi une image d'une exposition de science-fiction qui a eu lieu à la BPI en 84, donc à la BPI du Centre Pompidou, où Auclair, le dessinateur Auclair, imaginait le Centre Pompidou envahi par la végétation et tout ça. Donc, quel imaginaire on peut mettre dans nos futurs? Alors, j'ai mis un petit mème parce qu'une bonne présentation sans un mème chez moi, c'est pas, voilà. Donc, j'ai mis un petit mème avec du bon, du brut et le truand, donc avec le fameux, tu vois, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui croient que la tech sauvera le monde, donc la tech, évidemment, la big tech, et ceux qui n'y croient plus comme toi. Donc, je me retrouve un peu dans le rôle de Tuco dans le film, donc la personnage qui est à droite, et je crois moins dans la tech, mais je crois qu'il est toujours possible d'inventer, mais en imaginant que la tech soit pas quelque chose d'uniforme et que la tech, en fait, elle est diverse. Et donc, voilà, donc là, je vous ai mis, à l'époque, j'avais lancé un générateur d'interdiction dans les musées et le musée des arts et métiers m'avait répondu. Donc moi, je crois que, en fait, on a besoin de sortir de la pensée d'un numérique. Et qu'il faut penser les numériques, comme on pense les cultures, comme on pense, voilà, penser une diversité numérique, même s'il y a des choses communes, hein, c'est le 0 et le 1, la production des machines et tout ça. En tout cas, il y a toute une partie dans cet univers qui peut être assez différent. Donc, de s'intéresser, par exemple, à tout ce qui sont les démarches et les approches low-tech, c'est très, très intéressant. Donc, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vois le temps qui file. Vous avez sûrement entendu parler des low-tech qui dépassent les technologies de faire des choses avec des choses en bois et tout ça. Hein. L'approche low-tech est beaucoup plus vaste que ça. Et toutes les autres approches qui sont proches des low-tech m'intéressent, même moi plus personnellement. Donc ce qui est des mid-tech, c'est-à-dire ce qui est entre les low et les high-tech, parce qu'on parle souvent des low-tech et des high-tech comme s'il n'y aurait que du noir et du blanc et qu'il n'y aurait pas des nuances de gris entre les deux, ou des nuances de vert, ou d'autres couleurs. Donc les slow-tech qui ralentissent, les small-tech qui sont accessibles par les individus, les rétro-tech, les rebel-tech, les wild-tech, tout ça. Donc c'est des approches qui sont assez intéressantes, qui sont dans le domaine universitaire des fois, et des fois dans les approches artistes. Donc, je vous ai mis après un écran de Low-Tech Magazine qui est un blog qui parle de ces questions et qui est propulsé par l'énergie solaire. Et comme c'est indiqué tout en haut sur le site, ce site est parfois hors ligne puisqu'il n'y a pas d'électricité. Donc, il faut aussi comprendre que, faut aussi expliquer pourquoi on peut faire ça ou pas et pourquoi on a choisi telle chose et pourquoi des fois ça ne marche pas, parce qu'en fait on a choisi d'aller dans un autre sens que le sens de la performance, de l'efficacité. Et là, je vais vous parler de 2 choses donc le permacomputing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette façon de faire, c'est d'utiliser du vieux matériel pour créer d'autres imaginaires sur ce vieux matériel. Donc, il y a toute une communauté dans le jeu vidéo et, par exemple, autour de ça, qui font des nouveaux jeux pour des anciennes consoles. Voilà, donc il y a une émission d'un Trax d'Arte sur ce sujet. C'est aussi pour des communautés différentes qui n'avaient pas des jeux qui étaient adressés, enfin des communautés ou des personnes qui n'avaient pas des jeux qui étaient adressés, par exemple, à un jeu transgenre sur Game Boy. Ben, vous pouvez en trouver aujourd'hui avec cette communauté du permacomputing.
proche de ça, il y a, entre la wild tech et le permacomputing, il y a la réutilisation de vieux matériel, puisque, alors ça je me mets en faux aussi là-dessus, c'est-à-dire que souvent on a l'impression que le matériel tech est fragile, oui dans une certaine mesure, mais il y a eu du matériel qui était fabriqué de façon solide, par exemple les Minitel duraient très longtemps, et on peut encore en utiliser pour faire des choses. Donc c'est voilà, donc il y a un OS qui a été développé, un système, un operating system qui a été développé qui permet de faire d'aujourd'hui d'utiliser le Minitel comme terminal de consultation et donc de ne pas fabriquer du matériel. L'idée aussi là c'est de ne pas fabriquer plus de matériel, essayer d'éviter de fabriquer du matériel puisque on l'a vu, c'est au moment de la création du matériel et au moment du recyclage que se posent beaucoup de problèmes. Si le matériel, une fois qu'il est fabriqué, il est là, ben il est là. Faut l'accueillir comme des bâtiments qui ont été des anciennes prisons et tout ça, aujourd'hui, sont des musées. Et il y a donc dans l'optique comme ça, rétro-tech, il y a dans l'expo au musée des arts et métiers, il y a par exemple ce dispositif qui est présenté, qui est la Regenbox. Donc j'ai interviewé un de ces concepteurs dans le muséodrome. Et en fait, la personne qui a créé les piles alcalines avait aussi créé un autre brevet pour pouvoir les recharger. Mais ça, ce brevet, on l'avait oublié en fait. Donc voilà, donc c'est retourner dans le passé pour voir comment on faisait avant et qu'est-ce qui a été oublié en fait, oublié par l'industrie de la performance, qui a rejeté évidemment tout ce qui n'était pas de la performance, tout ce qui luttait contre le fait de vendre tout le temps et tout ça. Et il y a beaucoup de choses à voir du côté par exemple, des gens qui réparent les téléphones. Donc là, à nouveau, un ouvrage sur le côté écologie du smartphone qui était co-dirigé par Nicolas Nova et aussi Laurent Salard et Alexandre Monin. Et les gens qui utilisent du matériel obsolète comme des vieux smartphones, avec la thèse de Léa Mossesso qui a fait beaucoup parler de comprendre comment les gens ont des stratégies pour utiliser du matériel obsolète. Il y a beaucoup à apprendre de ces praticiens du matériel obsolète et aussi des autres innovateurs dans le monde. Donc on a parlé tout à l'heure de la décharge du Ghana. Dans cette décharge du Ghana, il y avait toute une inventivité aussi qui était présentée de ce matériel, de reprendre ce matériel et d'en faire quelque chose. Donc je vous recommande cette vidéo, ce TED Talk à ce sujet. Donc je mettrai le lien sur la présentation une fois qu'elle sera en ligne. Voilà, donc il y a toute une inventivité qui reste présente. Il y a souvent plein d'aspects, c'est beaucoup plus complexe souvent qu'une seule chose. L'inventivité humaine est toujours présente. Et donc évidemment, pour tout ça, il faut réfléchir ensemble. Et je terminerai sur ce point qu'il faut réfléchir ensemble. Pendant des années, j'ai animé une initiative qui s'appelait Muséonum, où on réfléchissait comment incorporer du numérique dans les institutions, mais avec un côté quand même social important. Et aujourd'hui, ce côté de réfléchir ensemble est hyper important. Et je pense que Agnès va vous en parler dans la suite. Tout à fait. Merci beaucoup, Omer. Du coup, cette fois-ci, je vais partager plein d'idées hyper inspirantes. Je pense que vous voyez mon écran, ça y est. Effectivement, de mon côté, sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a eu un peu le constat et l'état des lieux dans cette effectivement période de changement et de transition où finalement il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'on peut faire, je pense, c'est avant tout se former les équipes. Alors il y a plein d'outils aujourd'hui de sensibilisation, de formation qui existent. Il y a la presse du numérique, j'en parlais tout à l'heure, qui est voilà, un exercice collaboratif en équipe sur, on va dire, 2 heures, une demi-journée, et qui permet aussi de prendre conscience de toute la question de l'impact du numérique. Il y a d'autres outils, l'atelier d'Automne, enfin voilà, plein d'ateliers qui se sont développés. Il y a des formations extrêmement bien aujourd'hui qui existent aussi autour de l'éco-conception des services numériques, apprendre à se poser des questions tout au long des projets. Il y a évidemment toutes les formations autour de l'accessibilité numérique. Alors ça, c'était plutôt l'intervention d'avant, mais en fait, quand on parle de numérique responsable, il y a aussi cette question de l'accessibilité qui est hyper importante. Et puis, il y a des ateliers, plus globalement, des formations sur le numérique responsable. C'est une offre qui se développe très largement, et je dirais que peut-être la première chose à faire, effectivement, c'est, comme disait Omer, se documenter, se former, se renseigner, un peu comprendre les enjeux, comprendre les outils, ceux qui existent, même s'il y a encore une fois pas de solution miracle, mais au moins se sensibiliser à tout ce qui existe déjà et tout ce qui a commencé à être mis en place. Ensuite, et ça, je vais
complètement dans le sens de ce que vient de dire Omer, c'est de réfléchir ensemble. Alors, il y a plein de manières de réfléchir ensemble. Moi, je vais parler d'une initiative, mais elle est présentée un peu plus en détail cet après-midi à 13h45, je crois, puisque Camille Penn et Romane Clément, les cofondatrices des Audiolab, vont présenter le programme. J'ai la chance depuis 2022, donc vraiment depuis le lancement du programme des Audiolab, de participer à ce programme de recherche-action. C'est un programme d'expérimentation collaborative et concrète, vraiment fait pour réfléchir ensemble et co-concevoir un numérique culturel. Donc c'est vraiment axé sur la question des institutions culturelles. C'est une méthodologie qui est très bien rodée, qui se déroule sur 1 an et qui permet à la fois une prise de conscience, mais également, voilà, une fois qu'on a un peu la prise de conscience, d'essayer de trouver ensemble des solutions. Et ce qui est intéressant aussi dans ce programme, c'est qu'on va jusqu'au prototypage. Donc on a vraiment finalement des outils un peu concrets derrière à la fin de l'année, euh, sur lesquels exercer en tout cas voilà, exercer nos réflexions et qui nous permettent aussi de présenter les avancées, les réflexions à nos collègues, à nos homologues, etc. Je pense que dans des conditions, enfin, sur des questions qui sont aussi importantes que celles qu'on est en train de vivre en termes de transformation des métiers, en termes de transformation du monde plus globalement et l'impact que ça peut avoir sur ce que nous, on souhaite faire, que ce soit en médiation numérique, en communication numérique, en développement d'outils numériques, la réflexion commune et l'échange est absolument fondamental parce que on a besoin de collaboratifs et de cerveaux collectifs. Et peut-être le dernier point que je veux aborder sur cette question de qu'est-ce qu'on peut faire, il y a aussi la question de documenter, commencer à cartographier, à identifier, à essayer de trouver les bons indicateurs. Alors honnêtement, aujourd'hui, c'est pas encore très simple, mais c'est vraiment un travail qui se développe. Là, je vous montre juste une slide parce que on a fait, donc je pense que peut-être plusieurs d'entre vous ont entendu parler de ce projet. L'année dernière, on a présenté au musée d'Orsay un projet de réalité virtuelle qui s'appelle Un soir avec les impressionnistes Paris 1874, qui était une grosse expérience VR d'1 heure qui se déroulait sur 700 mètres carrés avec une centaine de casques. Et qui permettait aux visiteurs de revivre la première soirée d'inauguration de l'impressionnisme. Bon, cette expérience, c'était une expérience d'une grande ampleur pour un musée. On n'était pas les premiers à le faire, mais le muséum ayant eu une expérience avant et l'IMA aussi quelques années précédemment. Mais en tout cas, au niveau des musées des Beaux-Arts, on était les premiers à faire ce type d'expérimentation de très grande ampleur sur 4 mois. On a eu 80 000 visiteurs, donc vraiment voilà, un gros sur cette expérience VR, donc vraiment une belle opération. Mais maintenant qu'on a dit ça, la question aussi d'essayer de documenter un peu cette opération, alors évidemment avec des études de visiteurs, mais également aussi avec un bilan carbone. Alors, si vous avez bien écouté la présentation de Béla ce matin, vous aurez entendu que sur le numérique, le bilan carbone a ses limites. Certes, aujourd'hui, c'est plutôt les terminaux, la question de la fabrication, la question de l'eau douce, la question des minéraux, pardon, en particulier, qui sont vraiment fondamentaux. Néanmoins, aujourd'hui, en termes d'outils, on va dire relativement facile à prendre en main, il y a le bilan carbone et notamment grâce à un projet financé par France 2030, qui est le projet qui s'appelle CEPIR, qui a été initié en août 2022 et qui est un projet, donc CEPIR, c'est pour cas d'études pour un immersif responsable, et qui est en fait une étude qui a été menée pour la mesure d'impact environnementaux de l'AXR, donc VR, AR, MR, et comment voilà, être capable d'évaluer ces impacts. Et parmi les livrables de ce projet CEPIR, il y avait un calculateur carbone adapté au projet VR avec casque. Et donc, nous, ça nous semblait vraiment intéressant d'utiliser cet outil, qui est un outil libre, mis à disposition de toutes les institutions, etc., pour documenter cette première expérience en réalisant un bilan carbone avec l'outil CEPIR, aussi dans l'idée que d'autres institutions derrière puissent faire la même démarche et qu'on soit tous avec le même outil. En tout cas, qu'on essaye d'utiliser le même outil qui est cet outil-là. Alors, il n'y a pas...
il n'y a pas eu des révélations incroyables hein, sur ce bilan carbone. C'est un premier calcul, ça permettra surtout des comparaisons avec l'avenir, avec d'autres projets. On le disait, hein, la question du déplacement des visiteurs est prépondérante finalement dans nos questions d'exposition et dans nos musées. C'est le cas aussi ici. Néanmoins, la production n'est pas neutre dans le bilan et ça c'est assez intéressant parce que voilà, il y a eu des mois de production pour créer le contenu. Donc il y a aussi l'idée d'essayer de développer des pistes pour améliorer le bilan si on refait des expériences plus tard. Voilà, c'était quand même intéressant de faire ce bilan. C'est pas, je dirais, parce qu'à ce stade, ça permet de documenter et puis de nous aider plus tard à trouver les bons indicateurs et à avoir, finalement des décisions et des choix qui sont, multicritères. Voilà, donc de mon point de vue, ce qu'on peut faire aujourd'hui, vraiment, c'est se former, échanger, documenter les projets et puis essayer ensuite d'avancer ensemble vers des meilleures méthodologies, des indicateurs communs et qui ne soient pas que des indicateurs financiers ou de fréquentation, mais aussi des indicateurs, et évidemment les indicateurs budgétaires qu'on retrouve systématiquement, mais aussi des indicateurs sur des questions de RSO, sociétal, accessibilité et environnement, etc. Je repasse la parole à Omer pour la suite. Merci. Donc, je repartage mon document. Alors, j'ai directement avancé parce voilà, je ne vais pas me partager parce que je vais faire court sur cette partie. Je te laisserai plus la parole, Agnès. Donc, pour les contenus, c'est pareil que pour le reste. Hein, on est dans les mêmes bifurcations et injonctions. Là, j'ai oublié le C à injonction, je m'aperçois. Donc, j'ai utilisé 2 fois le même slide avec 2 fois la même faute. C'est ça aussi le réemploi. Les biais, ça se retrouve après sur les données d'origine et ça suit. Et donc, voilà, c'est une question. Mais donc, il y a la question de renoncer à des projets. C'est toujours difficile de renoncer à des projets. Les institutions ne parlent pas beaucoup de leurs erreurs, leurs renoncements. Et ça, c'est aussi, je pense, ça crée quelque chose, puisque comme il n'y a pas beaucoup de documentation sur les erreurs se reproduisent, moi je le constate, d'institution en institution. Et ça fait que de l'énergie est perdue et de l'énergie du matériel et tout ça est perdu dans ces projets. Donc je recommande une autre lecture, c'est Alexandre Monin, donc Politiser le renoncement, avec une belle couverture verte. Et un autre livre qui va paraître, qui est un livre de Cory Doctorow. Donc Cory Doctorow, c'est un journaliste et écrivain qui s'intéresse beaucoup aux questions du numérique. Donc il écrit la science-fiction et autrement il s'intéresse aux questions du numérique. Et c'est lui qui a créé le fameux terme merdification des plateformes. Et c'est ce livre qui parle de ça, qui va être publié en français par CF Éditions dans les semaines à venir, et qui est une idée de s'opposer au big tech. Donc là, je vous communique avec vous avec une solution de Microsoft, et vous recevez mon flux vidéo avec une solution d'IBM. Il y a beaucoup de questions à se poser aussi. Quels outils on utilise? Comment on peut partager des outils qui seraient différents et qui auraient d'autres vertus? Okay, il y a beaucoup de questions, à ce sujet, et il y a toute une question aussi autour de l'attention. Je vois une main qui se lève là, donc c'est une image qui a été publiée dans Muséodrome, c'est une illustration qu'avait faite ma fille, ou une machine qui veut me parler. Et donc voilà, il y a beaucoup de questions sur l'attention et sur la transparence de production des contenus aujourd'hui. Comment ont été produits ces contenus? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'IA qui a été utilisée? Quelle est la chaîne de production? Donc les institutions, à mon avis, donc là je me mets, moi du côté, je suis pas institutionnel, devraient avoir un souci sur leur production, comment sont produits leurs contenus. Avec quels outils sont produits leurs contenus. Pour rappel tout à l'heure, les outils de production sont aussi dans les serveurs états-uniens que je vous ai montré tout à l'heure. Et une chose que je voulais dire, c'est que l'énergie aux États-Unis est très fortement carbonée. Et par exemple, dans la région de Haute-Virginie, l'énergie principale, c'est du gaz qui est fait à partir de mines de charbon. Donc voilà. Donc si vous voulez, on n'est pas du tout dans le même type d'énergie. Et donc évidemment, avoir cette notion autour de l'attention, et donc diminuer, aussi ralentir au niveau de l'attention, ce qui est demandé dans l'attention évidemment en ligne avec les réseaux sociaux, c'est ça, mais l'attention aussi in situ,
parce on était ces dernières années si vous consultez les publications autour des ouvertures de musées et tout ça, dans des quantitatifs en fait. Le musée a 40 dispositifs, à plus de 60 pour une cité liée à la langue française qui a ouvert il y a un an à peu près, on avait plus de 60 dispositifs. Donc on était dans une côté toujours, il faut en faire plus, et donc solliciter plus l'attention des publics. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Et je terminerai sur un projet que j'ai accompagné avec Solveig Marie pour le musée d'Orsay, qui est son magazine. Et le choix qui a été fait de nos échanges, réunions et tout ça, c'est de faire une publication de nouveaux contenus toutes les 2 semaines. Et donc de ne pas être dans un rythme de flux incessant, il faut aller tous les jours, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, il y a une nouvelle édition. De revenir donc à des choses qui étaient plus lentes, comme à l'époque la presse et tout ça, et qu'on a perdu avec le numérique qui demande d'être là 24 heures sur 24, d'avoir tout le temps de la nouveauté, essayer de contrebalancer ça. Donc voilà, dernier slide de fin, donc avant-dernier, donc ralentir ou périr, hein, comme le dit Timothy Parrick, donc la décroissance peut être heureuse aussi, comme le renoncement, et sans ralentissement, on risque de se prendre un très gros mur, globalement, l'humanité. Et je terminerai par une citation de David Lynch, qui nous a aussi quitté ce mois-ci, qui parlait à Angelo Badalamenti, son musicien, quand il composait une musique, et il disait « Il suffit de ralentir les choses pour qu'elles deviennent plus belles ». Donc je vous laisse sur cette belle citation d'un artiste très, très intéressant et très sympa au demeurant, que j'avais photographié ici à la MEP. Voilà, et je vais laisser la parole à Agnès pour la dernière partie. Merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir évoqué le magazine. Je vais justement revenir un tout petit peu dessus. Je voulais, sur cette dernière partie où on parle un peu de la question des contenus, évoquer un peu plus en détail quelques projets qu'on a pu faire et qu'on a essayé d'inscrire un peu dans ces démarches et dans ces réflexions. Et peut-être un peu aussi les limites qu'on a eues. Donc attendez, parce que j'ai un petit souci de notes. Oui, c'est ça. Pardon. Désolée pour la capture qui n'est pas d'un intérêt incroyable, mais l'idée était de présenter donc ce dispositif. En fait, c'est dans le cadre d'une exposition en 2022 qui s'appelait Manet de Gars et qui venait comparer en fait les 2 artistes et montrer comment ils avaient été à la fois amis, puis en fait pas si amis que ça, et puis comment ils avaient des pratiques de peinture à la fois similaires et finalement assez éloignées. On avait imaginé un petit dispositif de quiz à la fin de l'exposition qui permettait, enfin voilà, qui donnait quelques tips justement sur ce que les gens avaient vu dans l'expo et permettait de simplement de voir à partir d'un détail d'une œuvre, deviner si c'était un Manet ou un Degas. Voilà. Bon, sans rentrer forcément dans le détail du dispositif, c'est pas ça qui est hyper intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est la démarche qu'on a essayé d'avoir et les limites qu'on a eues. On a essayé d'avoir pour ce dispositif une démarche d'upcycling, c'est-à-dire d'inscrire vraiment concrètement dans le cahier des charges une clause qui disait que le dispositif devait être développé dans des avec des solutions de préférence open source, qu'elles devaient pouvoir être réadaptées, etc. Pourquoi on avait dit ça? Parce qu'on s'était dit un quiz dans une exposition avec un dispositif de oui, non, enfin Manet, Degas, mais ça peut être en fait déjà ça peut être d'autres artistes, puis en fait ça peut être ce système de quiz, ça peut être quelque chose qu'on pourrait réutiliser assez facilement probablement dans d'autres expositions. On a été assez confrontés par un frein juridique, on a eu beaucoup de mal à trouver la bonne formulation avec notre service juridique et finalement, nous, l'ambition assez forte qu'on avait d'inscrire l'upcycling très fortement dans le cahier des charges du projet a été vraiment réduite malheureusement. Bon, il s'avère que pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de réutiliser ce dispositif et donc de tester cette clause dans les vrais faits. Mais c'est vrai que ça a été, ça reste un point qui est un peu un point d'attention, c'est-à-dire que parmi les idées pour faire du numérique plus responsable, il y a cette question de l'upcycling, du recycling, donc réutiliser des contenus, les réadapter. Omer, tu disais tout à l'heure, voilà, vraiment aller chercher dans le code pour les rendre plus adaptables, pour peut-être les continuer à les faire perdurer dans le temps. Et ben en fait, au-delà des questions des budgets de maintenance, qui est un sujet aussi important, la question juridique n'est pas évidente.
Comment on gère ça dans nos contrats? Comment, on permet que, d'autres sociétés, à un moment, reprennent la main sur des dispositifs et puissent, elles-mêmes les faire évoluer et cetera? C'est pas, si simple que ça. Maintenant je désespère pas du tout qu'on trouve des solutions et c'est, notamment un des sujets, qu'on avait, pu aborder, dans le lab numérique responsable et puis qu'on continue à creuser, nous, entre, différents, voilà, entre, homologues et musées. D'ailleurs, si vous avez la solution, je suis preneuse. Un autre dispositif que je trouve aussi intéressant, qu'on a mis en place, en 2023, oui, c'est ça, pour l'exposition, Modigliani. Donc c'était une exposition qui avait lieu, à l'Orangerie. C'était une grande projection immersive sur les intérieurs de Paul Guillaume. Alors en fait, c'était un dispositif quand même, à bas coût écologique, hein, puisque finalement on a réutilisé du matériel qu'on avait déjà en termes de vidéoprojection et puis il s'agissait de 2 vidéos, voilà, très impressionnantes, mais finalement, c'était pas, voilà, un dispositif ultra complexe, ni à développer, ni à produire, ni à maintenir et ni, technologiquement. C'est-à-dire qu'on avait vraiment une sorte d'immersif, alors, peut-être pas low tech, mais middle tech, et qui fonctionnait très bien. Au-delà de la question, alors ce qui est intéressant aussi, c'est la question de la politique d'acquisition du matériel. On en parlait un tout petit peu, tout à l'heure, mettre en place enfin, aujourd'hui, enfin, nous, notre idée sur la question du matériel est, de pas acheter du matériel, sauf si on est sûr de le réutiliser un certain nombre de fois. Et on préfère parfois louer du matériel, quand bien même ça nous plus cher que l'achat, pour certaines expositions, plutôt que de l'acheter et de se dire: «Oui, mais on va l'acheter, mais après il va être dans les caves pendant, des mois, voire des années et puis on les réutilisera pas forcément». Donc la politique d'achat, elle est vraiment concentrée sur, évidemment, le parcours permanent et évidemment des dispositifs qu'on est sûr de réutiliser et ça, c'est après 1 ou 2 ans, on a loué plusieurs fois le même matériel et cetera. On se dit: «OK, on va peut-être l'acquérir, mais il faut qu'on soit sûr que dans les 2, 3 expositions à venir, sur les années à venir, c'est du matériel qu'on réutilisera». Voilà. En tout cas, vraiment essayer de réfléchir à la politique d'acquisition, pas sur des questions de coût, mais sur des questions d'utilisation du matériel et ça, c'est vraiment important. Et par ailleurs, ce que je voulais dire plutôt sur la partie contenu, ce qui est intéressant pour le coup sur ce dispositif, c'est que donc l'exposition, elle était centrée sur Modigliani et Paul Guillaume. Mais Paul Guillaume, c'est aussi la personne dont est issue toute la collection de l'Orangerie et donc en fait, dans cette expo, on avait développé donc ce dispositif qui permettait de voir les intérieurs de Paul Guillaume et en fait de voir comment lui-même, retrouvait les œuvres de Modigliani qu'il avait, acquis et qu'il vendait, dans ses enfin qu'on pouvait retrouver dans ses intérieurs et en fait, on a réadapté le dispositif, à un dispositif permanent, donc une fois l'exposition terminée, on a retravaillé le contenu pour l'adapter, à, vraiment une des salles du musée de l'Orangerie qui est la salle Focus, bah, du coup, on a réadapté un petit peu le contenu puisqu'on ne s'intéressait plus uniquement à Modigliani, mais plus globalement à la collection de l'Orangerie et remontrer à partir des mêmes visuels et à partir de la même mécanique, de contenu pour, bah, vraiment upcycler les vidéos, les retravailler, les adapter et puis les adapter à finalement du contenu qui sera réutilisé. Donc plutôt que de faire 2 productions complètement indépendantes, vraiment essayer de réfléchir, à la mutualisation et le cycle de vie de ce qu'un contenu peut ensuite devenir, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est aussi une stratégie qu'on essaye d'avoir sur nos contenus, de manière générale dans nos nouvelles productions, essayer d'être dans une stratégie d'octopus, c'est-à-dire vraiment réfléchir le cycle de vie et le cycle de diffusion des contenus, à partir d'une même production, essayer à la fois de produire différents contenus. Alors ça peut avoir un revers, hein, évidemment, plus on produit de contenus différents, plus on a un impact. Mais c'est aussi, mutualiser la production, parce que finalement l'impact de la production, en tout cas c'est ce qu'on a vu dans notre projet VR, est pas anodin, dans l'impact, au moins carbone de ces dispositifs, de la création de ces dispositifs et donc se dire qu'à partir d'une même production, on peut avoir plusieurs déclinaisons d'un même contenu, ce qui nous permet à la fois de toucher potentiellement plus de publics, en tout cas des publics différents, mais aussi de mutualiser cette question, voilà, de la production avec, donc là, c'est un exemple de nos entretiens commissaires, hem,
qu'on développe à la fois en format podcast un peu plus long, aussi en format vidéo un peu plus court, et puis qu'on adapte aussi pour des réseaux sociaux à des toutes petites capsules. Et c'est vraiment l'idée de se dire que un même contenu peut avoir plusieurs vies et en tout cas réutilisation de ces contenus. Et enfin, sur cette question du contenu et de l'optimisation, voilà, je parle à nouveau du magazine et je remercie beaucoup Omer de l'avoir introduit. Dans le magazine, on a effectivement cette stratégie d'une une toutes les 2 semaines et une aussi qui réutilise pas mal de nos archives. C'est-à-dire que quand on a fait ce travail de réflexion autour du magazine, de comment on pouvait l'éditorialiser, de la manière dont on pouvait vraiment raconter nos collections à nos visiteurs, cette question de la production et d'être dans une certaine écologie de la production, enfin en tout cas une certaine voilà, économie, mais aussi, je veux dire, écologique, charge de travail, etc. C'était aussi de se dire qu'on pouvait réutiliser des contenus parce qu'en fait, le musée en produit depuis des années, depuis qu'il existe, depuis 40 ans. Ces contenus, on les a. Et donc, notre magazine, c'est donc une toutes les 2 semaines avec 3 à 6 articles. Et généralement, sur les 3 à 6 articles, il y en a la moitié, c'est des contenus qui existent déjà. Des contenus qu'on a déjà publiés. Donc, c'est aller chercher des archives documentaires, aller chercher des précédents articles qui se raccrochent à la thématique et qui sont liés. Et c'est aussi une manière voilà, de penser autrement, de ne pas toujours penser à plus de production, à plus de nouvelles productions, mais aussi penser à réutiliser ce qui existe, qui sont des contenus qui sont encore très intéressants, évidemment, et qu'on peut voilà, recycler, réutiliser, remettre à l'ordre du jour à travers une thématique qu'on porte. C'était voilà, le dernier point que je voulais aborder. Peut-être juste un dernier sujet un peu connexe, parce que la une de cette semaine, la semaine dernière, est justement sur des sujets un peu plus écologiques. La question aussi des imaginaires dont parlait tout à l'heure Omer. Et cette question de qu'est-ce que le rôle du musée aussi là-dessus. On a aussi, et Bella en parlait aussi dans son intervention tout à l'heure, la question de raconter d'autres histoires et de raconter d'autres histoires avec nos œuvres. Et on a un très beau projet que je vous invite à voir, à aller regarder si vous avez un petit peu de temps en ce moment, qui est un projet qui s'appelle 100 œuvres qui racontent le climat, qui est un projet d'établissement à la fois d'un ouvrage, mais aussi de prêt en région d'œuvres de nos collections et d'un parcours dans nos collections, qui est comment on peut parler du climat grâce à nos œuvres. On est allé chercher 4 experts du climat pour dialoguer avec nos conservateurs et regarder comment finalement, à travers l'art, on peut parler de ces questions de société et puis questionner le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est aussi la question de la création des imaginaires. Alors, on s'éloigne un peu de la question du numérique pur et dur, mais comment le musée a un rôle à jouer aussi dans cette transition-là. Voilà, je pense qu'il reste un tout petit peu de temps pour des questions. Du coup, j'arrête le partage et puis je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, Omer Pesquer, Agnès Abastado, pour vos interventions. Merci pour ce partage d'expérience, cette remise en perspective aussi d'Omer et ces retours d'expérience qui sont très précieux en cette période, comme vous le rappeliez tous les deux, de transition. Et j'aimerais en parler un peu rapidement, parce que nous avons déjà dépassé le temps imparti, tout simplement pour dire que effectivement, en ces temps de transition, la question du partage de nos pratiques, de nos expériences me paraît vraiment centrale. Et à ce titre, je voudrais rappeler 2 invitations qu'on a eues au cours des interventions de ce matin à partager nos pratiques et à développer des pratiques communes. Je reviens sur ce que vous avez dit, Agnès, sur votre utilisation de l'outil du CEPIR
pour le bilan de votre expérience VR et de votre invitation à ce que d'autres institutions se saisissent de cet outil. Et je pense aussi à ce que disait Mathilde Tessier tout à l'heure sur le développement de nouvelles normes d'ergonomie pour les dispositifs accessibles, quand ils se rendaient compte, une fois que ces dispositifs étaient éprouvés par le public, que ces publics pouvaient manquer de repères. Et donc Mathilde a invité peut-être à ce que d'autres, à partager ces expériences avec d'autres établissements qui seraient intéressés pour développer des dispositifs en accessibilité universelle et développer des codes partagés. On avait une question dans le chat pour Omer. Je vais vous demander d'essayer d'être bref pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Une personne se demandait si, Omer, on aurait une définition un peu plus précise de la mid-tech, du rétro-tech, avec peut-être un exemple. Alors, j'ai répondu un peu dans le chat, mais la mid-tech, c'est un peu toutes les technologies qui sont déjà éprouvées, qui sont plus considérées comme innovantes, mais qui sont présentes et qui sont beaucoup de technologies en fait utilisées dans les musées. Les rétrotech, c'est prendre des technologies qui existaient avant, ou des brevets, ou des idées, et qui ont été abandonnées, de les remettre. Donc, j'ai présenté la Regenbox, mais si vous regardez tous les dispositifs, par exemple, qui ont été faits à la Cité des Sciences au fil des années, il y a plein de super idées, il y a plein de gens qui ont travaillé avec des concepts intéressants, et cette documentation-là, elle n'est pas accessible. Donc, je sais qu'il y a une partie de la documentation qui existe à la Cité des Sciences, mais il y a plein de trucs à retrouver en fait dans ce qui a été fait précédemment pour trouver les méthodes qui étaient avant, qu'on avait moins de puissance et moins de possibilités. Le bug de l'an 2000, par exemple, c'était une question qu'il n'y avait pas de place pour mettre la date sur 4 chiffres et on mettait la date sur 2 chiffres. Donc, comment on faisait avant quand on avait qu'on n'avait pas cet univers illimité en fait. Voilà, c'est intéressant. Merci. Une question rapide pour Agnès Abastado. On le voit au travers des interventions de ce matin que la question de la maintenance revient beaucoup. Alors vous avez évoqué aussi les limites juridiques qui nous permettent de prolonger la durabilité des dispositifs, mais je me demandais si au musée d'Orsay et de l'Orangerie, vous aviez initié une réflexion sur cette question de la maintenance et de prolonger les contrats pour prolonger la durée de vie de vos dispositifs. Eh bien, oui, tout à fait. Alors, il y a la maintenance matérielle et la politique d'acquisition, donc ça, j'en ai un peu parlé. Et puis, il y a la maintenance, effectivement, des contenus. On met systématiquement dans tous nos marchés de production, que ce soit d'ailleurs, du coup, maintenant interactif, mais aussi vidéo, cette question de l'évolution des contenus possibles et comme une possibilité du marché qui nous permette, via de la paracommande, par exemple, d'aller commander des évolutions. Et donc, pas seulement dans les contenus interactifs, où c'est, on va dire, plus classique aujourd'hui d'aller faire ça, de mettre cette question de la maintenance, mais y compris dans des contenus de type audiovisuel, podcast, etc., en se disant que, voilà, que là, l'exemple de la projection Modigliani réadaptée pour du parcours permanent, ça rentrait en fait dans ce cadre d'évolution et de maintenance, on va dire, upcycling des contenus. On a pour l'instant pas encore de dispositifs interactifs permanents dans nos musées, mais ça va arriver. Et évidemment, on réfléchit vraiment à comment construire un marché qui nous permette de gérer dans la durée cette question de la maintenance aussi logicielle et évolution des contenus. Voilà, et donc ça fait partie des pistes dont je parlais tout à l'heure, d'essayer d'avoir des clauses où on oriente nos prestataires vers des solutions plus ouvertes quand c'est possible. Alors, malheureusement, encore assez peu le cas sur du numérique muséal, on va dire in situ. Mais ça peut arriver. Et puis, en tout cas, de bien documenter les projets pour que ça puisse être repris par d'autres sociétés, parce que dans le cadre de toute façon des marchés publics, on a une limite. Enfin, en gros, on va relancer de toute façon des marchés à certaines périodes et donc potentiellement changer de prestataire
C'est une vraie question. Alors, c'est une vraie question sur les dispositifs numériques, c'est une vraie question sur tous les systèmes SI en général, que ce soit les billetteries, que ce soit les sites internet, que ce soit ce genre de choses. Voilà, on change de prestataire, mais pas forcément de techno. Alors après, ça dépend des sujets. Sur les sites internet, on n'est pas obligé de changer de techno quand on change de prestataire. Par contre, sur les systèmes de billetterie, en fait, à chaque fois, c'est des billetteries propriétaires et donc on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que prolonger ces marchés pour essayer d'avoir quelque chose dans la durée et ou permettre que ça puisse être repris par d'autres, c'est vraiment des questions qu'on doit se poser dès la rédaction du cahier des charges. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais Oui, voilà en oui. tout cas les réflexions qu'on a. Merci beaucoup Agnès. Nous allons conclure maintenant cette matinée. Merci à nos intervenants, merci au public de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve à 13h45 pour les personnes inscrites aux ateliers et ici même pour la reprise du streaming des conférences à, je ne veux pas dire de bêtises, 15h45. Merci et bon appétit.